Il existe des catastrophes capables de détruire une ville, mais il y a aussi un désastre qui peut mettre à genoux tout un pays. Mais sans que tu le saches, il existe un événement encore plus rare et plus effrayant que cela, et c'est la destruction progressive d'un continent tout entier. La carte de notre monde est sur le point de changer. Je parle du continent africain qui est en train de se diviser en deux. Dans la partie orientale de l'Afrique, une force immense est à l'œuvre sous la terre. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas le changement climatique, et ce n'est pas non plus une catastrophe naturelle temporaire. C'est un processus géologique qui a commencé il y a des millions d'années et qui se poursuit encore aujourd'hui. Selon les études des géologues, le système de rift d'Afrique de l'Est est un vaste réseau de fissures et de failles où différentes plaques tectoniques se séparent lentement. Cela se passe sous l'Afrique. L'Afrique possède de très vastes plaques tectoniques. Ce processus pourrait éventuellement conduire à la formation d'un nouvel océan. Mais tant que cela ne s'est pas encore produit, cela provoque d'abord de puissants tremblements de terre en Afrique, et c'est aussi là que se trouvent certains des volcans les plus actifs du monde. Exemple flagrant de ce phénomène, la République démocratique du Congo, où se trouve le mont Nyiragongo. C'est ce que disent les experts, non seulement parce qu'il est actif, mais aussi à cause du type particulier de lave qu'il contient. La plupart des coulées de lave dans le monde se déplacent lentement. Souvent, les gens ont suffisamment de temps pour partir. Mais au Nyiragongo, la situation est différente. Sa lave est plus fluide et s'écoule plus rapidement que la lave ordinaire des autres volcans. À cause de cela, une éruption peut devenir dévastatrice en très peu de temps. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais juste te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. C'est déjà d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons. Le 17 janvier 2002, il s'est passé quelque chose d'étrange dans la ville de Goma. Soudain, des fissures se sont ouvertes sur le flanc du volcan et une énorme quantité de lave a commencé à déferler vers la ville. En seulement quelques heures, les routes ont été recouvertes, des milliers de maisons ont été détruites et même l'aéroport de la ville a été touché. Selon les rapports des organisations scientifiques et humanitaires, des centaines de milliers de personnes ont été forcées de partir alors que la lave continuait de couler. Selon certaines estimations, près d'1 demi-million de résidents ont été affectés. Une grande partie de Goma a été détruite et de nombreuses familles ont perdu leur maison. Mais pour les scientifiques, cette éruption n'est pas simplement une catastrophe volcanique, c'est un avertissement. Un signe qu'un changement beaucoup plus important se produit dans les profondeurs de la Terre. 3 ans plus tard, un autre événement étrange s'est produit en Afrique de l'Est. Cette fois-ci, c'était en Éthiopie. En 2005, une série de tremblements de terre a frappé la région de l'Afar. En même temps, la zone volcanique de Dabahu est devenue active. Mais ce qui était le plus surprenant, ce n'était pas la cendre ou la fumée qui montait dans le ciel, mais la terre elle-même. Alors que l'activité sismique se poursuivait, une énorme fissure s'est ouverte à la surface du sol. Elle s'étendait sur environ 37 miles de long dans certaines parties de la région. Pour les habitants locaux, c'était comme une scène sortie d'un film catastrophe. Mais pour les géologues, c'était une occasion exceptionnelle d'observer le processus de séparation d'un continent en temps réel. Alors que les experts étudiaient les événements au Congo et en Éthiopie, une connexion importante est apparue. Même si les lieux et les catastrophes sans sont différents, ils ont tous deux une seule et même origine. Le vaste système de rift qui écarte lentement les deux côtés de l'Afrique de l'Est. Sous cette région, le magma chaud continue de monter depuis les profondeurs de la planète. Ce processus provoque des tremblements de terre, active les volcans et fragilise lentement la croûte terrestre dans cette région. Et bien que ce processus soit lent, pour les géologues, il est clair qu'un changement immense est en train de se produire. Les éruptions au Congo et les fissures dans le sol en Éthiopie ne sont pas des histoires séparées. Elles font partie d'une seule et même transformation géologique qui pourrait changer la carte de l'Afrique dans un avenir très lointain. Cependant, si nous regardons la carte de l'Afrique aujourd'hui, nous ne verrons aucun océan divisant le continent. Mais selon les géologues, cela pourrait ne pas rester ainsi pour toujours. Sous la partie orientale de l'Afrique, il existe une vaste frontière géologique qui traverse plusieurs pays, dont l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et d'autres régions voisines. C'est l'endroit où différentes plaques tectoniques s'écartent lentement les unes des autres. Ce processus est extrêmement lent.
En fait, en une année, le mouvement n'est généralement que de quelques millimètres. Il est presque impossible de le remarquer dans la vie quotidienne. Mais lorsque l'on additionne ces effets sur des millions d'années, le changement devient immense. C'est aussi ce qui s'est passé dans le passé de notre planète. D'après les études des géologues, il y a des centaines de millions d'années. Presque toutes les terres de la Terre faisaient partie d'un immense supercontinent appelé la Pangée. Au fil du temps, les plaques tectoniques ont commencé à bouger jusqu'à ce que se forment les continents que nous connaissons aujourd'hui. Donc, pour les scientifiques, ce qui se passe en Afrique de l'Est n'est pas un accident étrange de la nature. C'est un processus qui s'est déjà produit plusieurs fois dans l'histoire de la Terre. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de l'observer pendant qu'il se produit. L'un des endroits les plus importants pour comprendre cela est le triangle de l'Afar, dans la partie nord-est de l'Afrique. C'est ici que se rencontrent trois grandes plaques tectoniques, la plaque nubienne qui couvre une grande partie de l'Afrique, la plaque somalienne située à l'est du continent et la plaque arabique qui était reliée à la péninsule arabique. Selon les géologues, ces trois plaques ne se poussent pas les unes contre les autres, mais au contraire, elles s'écartent lentement les unes des autres. À mesure que l'écart entre elles s'élargit, la croûte terrestre s'étire, s'amincit et finit par se fissurer, permettant au magma provenant des profondeurs de la planète de remonter. C'est pourquoi cette région compte de nombreux volcans actifs et tremblements de terre. Et c'est aussi la raison pour laquelle certains scientifiques pensent que, dans un avenir très lointain, l'eau de l'océan Indien pourrait envahir les parties les plus basses du système de rift. Si cela se produit, une nouvelle mer pourrait se former. Et si ce processus continue pendant des millions d'années, il est possible qu'il devienne un tout nouvel océan. Mais il est important de se rappeler que cela n'arrivera pas de notre vivant. Selon la plupart des études géologiques, ce type de séparation continentale nécessite une période extrêmement longue. Il est possible que cela prenne de quelques millions à des dizaines de millions d'années avant que la forme du continent ne change complètement. Pendant ce temps, la question la plus importante pour les personnes qui y vivent n'est pas de savoir quand un nouvel océan se formera, mais comment elles pourront vivre au milieu de l'activité géologique continue. Dans différentes parties de l'Afrique de l'Est, on subit régulièrement des tremblements de terre, l'apparition de nouvelles fissures dans le sol et des éruptions volcaniques. Pour de nombreux résidents, cela fait déjà partie de la vie normale. Il existe des communautés qui vivent près des volcans actifs. Il y a des routes qui traversent des zones déjà touchées par des fissures dans le sol. Et il y a des villes où tout le monde sait qu'elles pourraient être à nouveau affectées si le volcan voisin devient actif. Mais malgré cela, la vie continue. Il y a des enfants qui vont à l'école. Il y a des entreprises qui ouvrent chaque jour. Il y a des familles chanceuses qui continuent de construire leur avenir dans des endroits considérés depuis longtemps comme géologiquement instables. Alors que les experts étudient cette région, une autre découverte surprenante a émergé. Pendant de nombreuses années, les scientifiques pensaient que la séparation de l'Afrique de l'Est n'était que le simple résultat du mouvement normal des plaques tectoniques. Mais lorsqu'ils ont examiné plus en profondeur le sous-sol de la région à l'aide de l'imagerie sismique moderne, ils ont découvert une image beaucoup plus complexe. Selon des études menées par des chercheurs de l'Université de Glasgow et d'autres institutions internationales, il existe des preuves montrant une remontée massive de matériaux chauds provenant du manteau terrestre sous l'Afrique de l'Est. Certains scientifiques appellent cela un panache mantélique ou superpanache. Pour l'expliquer simplement, il s'agit d'une vaste zone du manteau qui est plus chaude que les roches environnantes situées dans les profondeurs de la planète. Alors qu'il continue de monter pendant des millions d'années, il exerce une pression sur la croûte en surface. Il affaiblit progressivement et étire certaines parties du continent. Bien qu'il reste de nombreuses questions sur le rôle exact du superpanache dans ce processus, il est clair pour les scientifiques qu'il ne s'agit pas seulement du mouvement normal des plaques tectoniques sous l'Afrique de l'Est. Il existe une force plus profonde et plus vaste en jeu, et tandis qu'elle agit silencieusement dans les profondeurs de la Terre, elle continue de transformer l'un des plus grands continents de notre planète. Néanmoins, à mesure que les scientifiques étudient davantage le rift est-africain, il apparaît de plus en plus clairement qu'il ne s'agit pas simplement d'une simple fissuration du continent sous l'Afrique. En fait, il existe des preuves montrant que la force qui pousse ce processus n'agit pas de façon continue.
Selon certaines études modernes menées par des équipes de recherche internationales, y compris des scientifiques de l'université de Southampton, il est possible que le matériau chaud qui remonte du manteau terrestre se déplace sous forme de séries d'impulsions ou de vagues, plutôt que comme un flux continu. En d'autres termes, ce n'est pas comme un robinet qui coule en continu. C'est plutôt comparable à un battement. À chaque mouvement du matériau extrêmement chaud provenant des profondeurs de la planète, la pression sur la croûte en surface augmente. Au fil d'une très longue période, ce processus répété peut contribuer à affaiblir certaines parties du continent et à l'expansion du système de rift. Mais alors que les experts essaient de comprendre ces forces, un autre mystère de la Terre est soudainement devenu le centre de leur attention. Et cela concerne l'eau. Lorsqu'on demande d'où viennent les océans de la Terre, on pense souvent que toute l'eau se trouve dans les mers, les rivières, les lacs, les nuages et la glace. Mais au cours des dernières décennies, cette perspective a commencé à changer. En 2014, une étude menée par des chercheurs de l'université Northwestern aux États-Unis a apporté des preuves solides qu'une grande quantité d'eau pourrait être cachée dans les profondeurs du manteau terrestre. Il ne s'agit pas de lacs souterrains dans lesquels on pourrait nager. Ce ne sont pas non plus d'immenses océans sous la Terre comme on en voit souvent dans les films de science-fiction. Au lieu de cela, l'eau est piégée à l'intérieur de la structure des minéraux qui se forment sous une chaleur et une pression extrêmes. L'un des minéraux les plus importants étudiés par les scientifiques est la ringwoodite. Il ne se forme que dans les parties très profondes de la Terre où la pression et la température sont extrêmement élevées. Lorsque les experts ont analysé sa composition, ils ont découvert qu'il pouvait contenir de l'hydrogène et de l'oxygène à l'intérieur de sa structure cristalline. En d'autres termes, il peut stocker une grande quantité d'eau d'une manière invisible pour l'œil humain. À cause de cela, certains scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir encore plus d'eau cachée dans le manteau terrestre que ce que nous avions imaginé auparavant. Il est important de noter qu'on ne sait toujours pas exactement quelle est la quantité totale. Les experts continuent d'étudier la taille exacte et la distribution de ces réservoirs. Mais une chose est claire, le cycle de l'eau de la Terre est plus complexe que ce qui était enseigné dans de nombreux livres auparavant. L'eau ne circule pas seulement entre les océans, les nuages, la pluie et les rivières. Il y a aussi une partie de ce cycle qui peut atteindre jusqu'à des centaines de kilomètres sous nos pieds. Selon les géologues, il est également possible que l'eau présente à la surface de la Terre aujourd'hui soit liée à des processus qui se sont produits lors de la formation de la planète, il y a des milliards d'années. Une partie de cette eau peut descendre dans le manteau par les zones de subduction. Une autre partie peut revenir à la surface par l'activité volcanique. Cela signifie qu'il existe un échange lent mais très vaste de matériaux entre la surface de la Terre et ses profondeurs. C'est ici que l'histoire de l'Afrique de l'Est devient encore plus intéressante. Certaines études affirment que certaines parties du manteau sous cette région pourraient contenir une concentration plus élevée de minéraux contenant de l'eau par rapport à d'autres endroits. Lorsque la présence de ces minéraux est combinée à la remontée de matériaux du manteau extrêmement chaud venant d'en bas, certains processus géologiques pourraient s'accélérer. Cela ne signifie pas qu'il existe d'immenses océans séparant directement l'Afrique par en dessous. Mais cela montre que de nombreux processus interconnectés agissent simultanément dans les profondeurs du continent. Et tandis que les scientifiques étudient ces processus, il existe un autre endroit étrange en Afrique de l'Est qui intrigue depuis longtemps. Un lac qui semble défier notre compréhension habituelle de la nature. Dans la partie nord de la Tanzanie, près de la région du Rift, se trouve le lac Natron. À première vue, ce n'était qu'un lac au milieu d'un environnement aride. Mais son eau est particulière. En raison de la forte concentration de carbonate de sodium et d'autres minéraux dissous, l'alcalinité du lac atteint un niveau que la plupart des animaux ne peuvent pas supporter. C'est aussi la raison pour laquelle certaines photos célèbres montrent des oiseaux et des animaux retrouvés préservés autour du lac. On le décrit souvent sur Internet comme un lac qui transforme les animaux en pierre. Mais selon les scientifiques, il est plus exact de dire que la forte alcalinité et la teneur en minéraux de l'eau aident à préserver certains restes d'animaux après leur mort. Ils ne se transforment pas littéralement en pierre. Cependant, l'effet est suffisant pour que certains restes trouvés autour du lac ressemblent à des statues. Et comme beaucoup d'endroits étranges en Afrique de l'Est, le lac Natron est également lié à la géologie active de la région. Les minéraux qui lui donnent sa chimie unique sont liés aux processus volcaniques et tectoniques qui façonnent cette partie de l'Afrique depuis longtemps.
En d'autres termes, des volcans aux fissures du continent, en passant par les lacs étranges, une seule histoire commence peu à peu à émerger. Il y a une force immense qui agit sous l'Afrique de l'Est. Et plus nous en découvrons à ce sujet, plus notre compréhension de la façon dont la Terre continue de transformer sa propre forme s'élargit. Donc même si on l'appelle souvent le lac qui transforme les animaux en pierre, la véritable science derrière cela est bien plus complexe. Et c'est là qu'intervient l'aspect le plus étrange du lac Natron. Le lac qui est dangereux pour de nombreux animaux est pourtant une source de vie pour d'autres. Selon National Geographic, le lac Natron est un site de reproduction important pour les flamants nains. Dans un endroit presque inaccessible aux prédateurs, les flamands ont trouvé une forteresse naturelle. L'eau que craignent les autres animaux devient la protection de leur nid. Pendant la saison de reproduction, des milliers de flamands viennent ici. Dans les parties peu profondes du lac, ils construisent leur nid sur des îlots et des bancs de boue difficiles d'accès pour les autres animaux. Ainsi, en un seul endroit, on peut voir deux visages de la nature. Pour certains, c'est la mort, pour d'autres, c'est la sécurité. Et tandis que le lac Natron montre les effets particuliers des minéraux volcaniques et de l'activité du rift à la surface de la Terre, il existe un autre endroit en Afrique qui a encore plus surpris les scientifiques. Ce n'est pas un lac ni un volcan, c'est un immense cercle au milieu du désert du Sahara. En Mauritanie, on peut voir depuis l'espace une formation gigantesque qui ressemble à un œil. Beaucoup l'appellent l'œil du Sahara. Scientifiquement, elle est connue sous le nom de structure de Richat. Vue d'en haut, elle ressemble à une série de grands anneaux au milieu du désert. Sa forme presque circulaire faisait autrefois penser à beaucoup qu'il s'agissait d'un ancien cratère de météorites. Selon l'Observatoire de la Terre de la NASA, ce n'est pas un simple cratère du Sahara dû à un impact venu de l'espace. Aujourd'hui, les géologues acceptent davantage que la structure de Richat est un dôme géologique érodé. Cela signifie qu'il s'agissait autrefois d'une partie surélevée de roches qui a été lentement érodée au fil d'une très longue période. Au fur et à mesure que les roches plus tendres étaient entérodées, les couches plus dures sont restées, donnant à la structure son apparence de cible géante au milieu du désert. En raison de sa forme inhabituelle, de nombreuses théories ont émergé à son sujet. Certains disent qu'il pourrait être lié à l'Atlantide disparue. Certains comparent sa forme aux anciennes descriptions de Platon. Mais jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve scientifique solide confirmant que la structure de Richat est une ancienne ville ou les vestiges de l'Atlantide. Donc, si l'on parle de documentaire, ce genre d'explication est plus sûr et plus véridique. L'œil du Sahara n'a pas besoin d'être une cité mythique pour être impressionnant, parce que sa véritable histoire est bien plus profonde. C'est un témoignage naturel des mouvements de la Terre, de l'élévation des roches, de l'érosion et de la longue histoire de la Terre gravée au cœur du désert. Au lac Natron, nous voyons comment la géologie peut rendre un lac extrêmement dangereux. Dans la structure de Richat, nous voyons comment le lent mouvement du temps et de la Terre peut créer une forme presque parfaite. Leur apparence est différente. Mais ils nous rappellent tous les deux que l'Afrique n'est pas seulement un continent de désert. Savane et montagne, c'est un laboratoire vivant de la Terre, un endroit où l'on peut voir les forces de la planète, parfois dans le feu, parfois dans l'eau, et parfois dans les anneaux de pierre que l'on peut même voir depuis l'espace. En réalité, la véritable raison de sa formation est encore plus fascinante que de nombreuses théories du complot. Cela montre à quel point la nature peut accomplir de grandes choses lorsqu'on lui donne suffisamment de temps. Et tandis que les scientifiques tentent de comprendre les formations étranges du Sahara, il existe une autre énigme que l'on trouve dans le sable même du désert. Ce n'est pas une pierre, ce n'est pas non plus un fossile, c'est un type de verre. Au cœur du désert libyen, des milliers de morceaux de verre jaune scintillent sous le soleil. On les connaît sous le nom de verre du désert libyen. À première vue, cela ressemble à un simple morceau de verre ordinaire. Mais lorsque les scientifiques l'ont examiné, ils ont découvert qu'il était extrêmement ancien. Il est plus ancien que les pyramides, plus ancien que les premières villes, et plus ancien que l'histoire de l'humanité elle-même. Selon les études, il s'est formé il y a environ 26 millions d'années. De ce fait, il est clair que ce n'est pas l'homme qui l'a fabriqué. La plus grande question est de savoir ce qu'il a créé. Pour faire fondre le sable et le transformer en verre, il faut une température extrêmement élevée, bien supérieure à la chaleur habituelle du désert. Ainsi, de nombreux géologues estiment qu'un puissant événement cosmique a eu lieu dans la région autrefois.
Il est possible qu'une grosse météorite ou un astéroïde ait explosé dans l'atmosphère ou soit tombé près de l'endroit, créant une chaleur suffisante pour réellement faire fondre de vastes étendues de sable riches en quartz. Cependant, il y a encore certains détails qui restent inexpliqués jusqu'à présent. Donc même s'il existe des théories solides, l'origine exacte du verre du désert libyen reste encore en partie un mystère. Mais on ne trouve pas seulement des pierres et du verre dans le Sahara. Sous son sable se cachent aussi les traces des personnes qui y ont vécu à une époque où ce n'était pas encore un désert. En 2003, un site archéologique important a été découvert au Niger, connu sous le nom de Gobero. Aujourd'hui, l'endroit est complètement sec. Mais il y a des milliers d'années, il y avait ici un lac et suffisamment d'eau pour soutenir de grandes communautés humaines. Les archéologues ont découvert des centaines de tombes révélant l'histoire et apportant des informations précieuses sur les anciens habitants du Sahara. Certains des premiers groupes étaient des chasseurs et des pêcheurs qui ont vécu pendant ce qu'on appelle le Sahara vert, une période où une grande partie de la région était plus humide et plus verdoyante. Avec le changement climatique, certaines communautés ont disparu, remplacées par d'autres groupes humains. L'une des découvertes les plus célèbres à Gobero est l'inhumation d'une femme et de 2 enfants allongés côte à côte. Des milliers d'années se sont écoulées, mais la position de leur corps montre encore aujourd'hui l'étroite relation d'une famille. Pour les archéologues, c'est l'une des découvertes les plus émouvantes de tout le Sahara. Cela rappelle qu'avant que cet endroit ne devienne un désert, des gens y vivaient, aimaient, fondaient des familles et laissèrent des traces que l'on retrouve encore aujourd'hui. Et il existe un autre endroit dans le Sahara qui montre à quel point l'homme a commencé tôt à observer le ciel. Il s'agit de Nabta Playa, dans le sud de l'Égypte. Aujourd'hui, cet endroit est entouré de sable, mais il y a des milliers d'années, c'était un lieu important pour les communautés anciennes. On y a découvert un cercle de pierre plus ancien que Stonehenge en Angleterre. Selon de nombreux chercheurs, il se pourrait qu'il ait été utilisé comme une sorte de repère astronomique pour suivre le mouvement du Soleil et les changements de saison. Il existe des théories plus complexes qui le relient aux étoiles et aux constellations dans le ciel. Cependant, certaines d'entre elles n'ont pas encore été entièrement prouvées. Ce qui est clair, c'est que les personnes qui vivaient ici il y a des milliers d'années avant la renommée de l'ancienne Égypte possédaient déjà des connaissances suffisantes en observation du ciel. Et c'est peut-être la plus grande leçon tirée des mystères du Sahara. Lorsque nous regardons le désert aujourd'hui, il semble dépourvu de vie. Mais sous chaque dune de sable, il pourrait y avoir une partie cachée de l'histoire de la Terre, d'anciens lacs, des communautés disparues, des traces d'impact cosmique et des secrets que les scientifiques essaient encore de comprendre jusqu'à aujourd'hui. Car parfois, les plus grands mystères de notre planète ne se trouvent pas au fond des océans ou dans les étoiles lointaines. Ils sont simplement cachés sous quelques mètres de sable, attendant d'être redécouverts.